I Feel Good, le podcast qui vous veut du bien et vous donne un éclairage sur le grand éventail des activités de bien-être, développement personnel et spirituel et autres initiatives inspirantes. Bonjour à toutes et à tous, Armelle Béraudier au micro et à la réalisation. Dans cette émission, nous percerons les mystères du tarot de Marseille. C'est quoi ? Ce jeu de 78 cartes, apparu en Europe vers le milieu du XVe siècle, perdure aujourd'hui en tant que jeu de société, mais le terme de tarot désigne également toutes sortes de jeux d'oracle. Au XVIIIe siècle, le tarot est redécouvert par différents mouvements occultistes qui vont en faire un instrument de méditation et de divination. Tant de questions autour du tarot auxquelles nous répondrons grâce à Marianne Costa, spécialiste, historienne du tarot, co-auteure avec Alejandro Jodorowsky de La Voix du Tarot en 2004. Elle fait depuis des conférences et des ateliers dans le monde entier. Elle sort en 2019 un magnifique coffret, Le Tarot pas à pas, aux éditions d'Hervy, dont nous parlerons ensemble. Marianne Costa, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Enchantée d'être là pour parler de mon sujet favori. Voilà. Alors, tu as donc beaucoup de choses à dire sur le tarot. J'aimerais en savoir un petit peu plus sur comment le tarot est arrivé dans ta vie. Moi, j'étais, comme beaucoup de jeunes filles de ma génération, dans les années, fin des années 80. D'abord, on jouait au tarot. On jouait au tarot physiquement, hein, quand on s'ennuyait en cours. J'en ai parlé récemment parce qu'on a fait des apéritifs pendant le confinement avec les copains de lycée. Alors, on se souvenait de notre prof de français en seconde où on s'ennuyait comme des rats morts dans son cours. Donc, on jouait au tarot comme ça sous les tables, tu vois. Et donc, assez vite, en fait, la notion de tarot a joué et puis le désir d'oracle parce que c'était une période où il y avait déjà beaucoup de librairies ésotériques. Et donc, j'ai commencé en fait à m'enfoncer là-dedans avec une espèce de grand bonheur. C'était un peu comme des bonbons. Jusqu'au moment où les choses sont devenues un peu plus sérieuses parce que mes parents se sont séparés. Ça a été un gros choc. Puis ça s'est pas très bien passé. Et alors, ma mère me demandait de lui lire les cartes. Je lisais les cartes à jouer, je lisais toutes sortes de jeux de cartes à l'époque. Et j'ai commencé à l'âge de 18-19 ans à avoir toute une série de femmes qui avaient plutôt dans la quarantaine, qui étaient complètement perdues en fait. Il y avait aussi une amie de mes parents qui avait un cancer terminal. Enfin, tu vois, des choses très violentes en fait, bien au-dessus des capacités d'une petite fille, parce que à 17-19 ans, on est une petite fille. Et j'ai passé 3 ans à naviguer dans cette période assez dure, où en plus j'étais post-bac, début d'études, classe prépa, etc. Entre un monde très carré, très rationnel, où je faisais des études, où j'apprenais la littérature, l'histoire, parce que je suis littéraire de formation. Et puis, j'avais pas du tout de formation, que j'avais jamais vu un psy de ma vie. Et à l'époque, on n'avait pas encore la notion de spiritualité. C'était quelque chose qui était un peu, tu vois, c'était des restaurants végétariens. À Paris, en tout cas, c'était comme ça, des restaurants végétariens un peu poussiéreux, à moitié dans des caves. On n'avait pas du tout envie de... Le mot vegan n'existait pas, on disait végétalien, ça faisait pas envie du tout. Donc, il y avait cet espace au-delà du rationnel, mais c'était un espace qui faisait peur, en fait. Et donc, à l'âge de 20 ans, à la suite de diverses circonstances, dont la mort de mon grand-père, que j'avais, entre guillemets, vu dans les cartes, en fait, j'avais tiré les cartes la veille du jour où il est mort, il était malade, et je pense que dans mon inconscient, je savais qu'il était mourant, tu vois. Mais quand tu as 20 ans, tu te dis « Oh mon Dieu, c'est affreux, j'ai vu le futur, j'ai un don, je commençais à faire des cauchemars et tout ». C'était vraiment, vraiment dur. Et j'ai décidé de jeter tous les jeux de tarot et les jeux d'oracle que j'avais à la poubelle. Et je me souviens, je suis descendue solennellement aux poubelles de mon immeuble et je les ai jetés l'un après l'autre. Je me suis dit, c'est trop dangereux. Et je me suis promis, je ne sais pas d'où est venue cette pensée. Maintenant, je crois qu'en fait, on a des mémoires de vie antérieure ou des mémoires, comme on dit, qui se promènent dans l'espace akashique, dans les mémoires autour de la Terre, tu vois. Je ne sais pas sous quelle forme, je n'ai pas de croyance ou de religion particulière, mais je pense on porte en nous les codes de certaines connaissances, les codes de certaines cultures. Il y a des langues qu'on apprend plus facilement que d'autres. Et le tarot, c'est une langue d'une certaine façon, on va y venir. Et donc, je me suis dit, avec du haut de mes 20 ans, là, je me suis dit, tant qu'on ne me prouvera pas que c'est un livre sacré, je n'y toucherai plus. Et de 20 à 28-30, je me suis intéressée au I Ching, au Yiking, comme on peut l'appeler. Le taoïsme était déjà comme le confucianisme un peu plus connu, donc on avait le livre de Wilhelm. Après, il y a Cyril Javary qui a sorti une autre version du Yiking. Et il y avait un côté plus sûr, c'est-à-dire c'est un dessin qui représente en fait une périodicité entre le yin et le yang, donc plutôt des développements énergétiques, tu vois. Et donc j'ai appris en fait à fréquenter le principe de synchronicité entre comment je pose la question,
comment physiquement je tire les pièces, les cartes, dans quel état je suis quand je fais le geste de poser ce qui va être physiquement l'oracle sur la table. Est-ce que je suis énervée? Est-ce que j'ai peur? Est-ce que je suis centrée? Et puis, très souvent, on faisait ça avec des amis. Enfin, j'imagine qu'on est beaucoup de filles à avoir fait ça. Toujours les mêmes questions. Est-ce qu'il m'aime? Est-ce que je vais avoir un travail intéressant, et cetera? Est-ce que je dois le quitter? Blablabla. Bla, bla. Et donc aussi faire résonner le texte du I Ching dans l'espace et l'écouter à plusieurs et réfléchir ensemble sur ce que ça pouvait vouloir dire. Et puis de manière très inattendue, les cartes sont revenues dans ma vie. Il y avait la guerre de Bosnie, enfin la guerre de Yougoslavie en général au début des années 90. Et j'ai été voir une amie en Slovénie. Et elle m'a dit ah, je vais t'emmener voir quelqu'un qui lit les cartes. Je suis arrivée chez une petite vieille dame qui parlait vaguement italien, parce que moi je ne parle pas slovène. Et la première chose qu'elle m'a dite, c'est vous, il ne faut jamais que vous alliez en Bosnie. Vous allez mourir si vous allez là-bas. Tu as le truc bien menaçant comme ça. Et puis vous, de toute façon, vous avez quelque chose avec les cartes. Un an après, j'étais bénévole à Sarajevo. C'était au milieu de la guerre, parce que je suis partie à Sarajevo en 95. Ça a été une des expériences les plus riches et les plus profondes de ma vie. Je ne suis jamais morte. Et j'ai rencontré le travail de Jodo en rentrant. Et parce qu'une amie m'a dit, voilà, il y a un type qui tire les cartes dans un café. J'étais là, oh là là, non, pas encore ces trucs des années 80. Parce que j'avais eu connaissance du travail de Jodorowsky. Je me disais, oh là là, non, ces gens qui sont entourés de fans. Moi, je ne suis pas du tout comme ça. Donc, bon, Jodo, c'est un personnage très particulier. Après, on a été en couple, on a écrit des livres ensemble. Maintenant, ça fait assez longtemps qu'on collabore plus et qu'on communique plus parce qu'on a pris des chemins différents. Mais c'est quelqu'un d'extraordinaire, objectivement, dans tous les sens. C'est un grand artiste. Voilà, et c'est quelqu'un qui a quand même mis la mystique mondiale, le zen, le soufisme, l'hindouisme pas tellement, parce qu'il n'est pas fan de l'Inde, mais le christianisme, le judaïsme, etc., à la portée du grand public avec des bandes dessinées. Enfin, c'est quelqu'un qui a marqué son époque, absolument, tu vois. Il était ancré dans le chemin de la bonté. Il avait décidé, il s'était dit, je ne suis pas bon, je ne suis pas un ange, je suis quelqu'un qui aime le pouvoir, comme tous les grands artistes, mais je vais essayer d'imiter la sainteté. Et je pense qu'à l'époque, j'avais une trentaine d'années, même pas 30 ans, quelque chose a résonné très fort en moi de la souffrance que je sentais chez cet homme, de la puissance extraordinaire de connaissance et d'interprétation qu'il avait, et de cette tentative autour de la bonté. Et en fait, ça a été le début d'une grande aventure, puisque j'ai été l'élève d'Alexandro dans ses cours pendant environ 6 mois, une partie de l'enseignement de Jodo, qui a à voir avec le tarot et avec l'arbre généalogique, donc le travail sur le transgénérationnel, avait besoin d'être mis en forme. Voilà. Donc on a quand même passé 9 ans ensemble en tant que couple, en s'engueulant quotidiennement. C'était un enfer pour les deux, avec une grande complicité aussi. Et puis on a collaboré, donc ce livre sur le tarot est sorti pendant cette époque-là. Et après, il y a eu tout un cheminement que j'ai fait, parce que moi, je me suis engagée dans une voie spirituelle traditionnelle, qui est celle qui a été décrite par Arnaud Desjardins dans tous ses livres. Arnaud est mort maintenant en 2011, mais voilà, donc c'est une voie traditionnelle au sens, c'est très important. Le spirituel au sens strict, c'est pas la voie du pouvoir, c'est la voie de l'amour, c'est-à-dire c'est la voie de la reddition complète devant ce qui est. Donc tout l'aspect du travail sur le pouvoir, sur la puissance individuelle, sur la restauration de ce qu'on doit vraiment être, qui peut partir en vrille, qui peut partir dans la surpuissance, dans la toute-puissance, mais qui est très important et que Jodo savait faire remarquablement avec tout son travail sur la psychomagie, les actes rituels, etc. Je l'ai intégré dans mes années avec lui. Et à un moment donné, je me suis dit, il faut que le tarot, et particulièrement l'exercice de lecture du tarot, dès le début, dès qu'on est débutant, il faut à la fois apprendre à pouvoir, comme on dit dans la magie, savoir oser, pouvoir se taire, et en même temps, donc pouvoir, ça veut dire pouvoir lire les cartes, pouvoir être en face de quelqu'un, ne pas trembler, proposer une interprétation pour les cartes, ça veut dire pouvoir observer les cartes de diverses manières et sur la base d'une certaine grammaire du tarot dont on parlera tout à l'heure, j'imagine, euh, euh, tirer une interprétation cohérente, mais il y a aussi un acte beaucoup plus concave, on pourrait dire beaucoup plus féminin, une façon de se rendre creux ou creuse et de s'apercevoir qu'on est juste une caisse de résonance pour un message qui viendra ou qui ne viendra pas. S'apercevoir que parfois lire le tarot à quelqu'un, c'est lui permettre d'accepter une situation qu'il ne peut pas changer. C'est lui permettre de rentrer en contact avec
part juste avec peut-être une détresse et de lui laisser sentir qu'il ou elle est accompagné dans cette détresse. Parce qu'au fond de la détresse, il y a l'inspiration. Parce qu'au fond de l'impuissance, il y a une source d'aide qu'aucun être humain ne peut te donner. Et voilà, il y a vraiment une conversion qui s'est opérée en moi. Et ce livre, en fait, dont tu parles, le Tarot Pas à Pas, il est né d'un questionnement qui était très fort en moi, où je me disais, voilà, le tarot a été le grand objet de fascination des occultistes au 19e en particulier. Donc, il y a eu de tout, tarot et astrologie, tarot et Égypte, tarot et le monde gitan. Mais tu vois, c'était une bande d'hommes. En fait, c'était les mêmes qui, dans les hôpitaux, essayaient de brûler les hystériques, soi-disant, pour voir si la brûlure allait rester sur le bras. Il y avait un côté, à la fin du 19e siècle, il y avait un masculin, comment te dire, même les gens qui s'intéressaient au magnétisme, au spiritisme, c'était vraiment le patriarcat triomphant, une observation des classifications, une observation très très convexe où tu fais rentrer un morceau de quelque chose dans de la chair ou dans de la poésie pour comprendre de quoi il s'agit. Et donc toute cette vision du tarot avec les classifications comme dans la magie, alors le rouge c'est le mardi, c'est la planète Mars, c'est telle émotion, moi ça me sort par les trous de nez. Parce que profondément, je suis de plus en plus une femme. C'est-à-dire un être concave, un être doux, un être mou, de plus en plus mou, depuis que la ménopause est arrivée, encore plus molle, mais aussi encore plus douce. Quelque chose une espèce de puissance pas du tout valorisée à notre époque, mais cette puissance du doux, cette puissance du féminin, cette puissance du je ne sais pas, cette puissance de se laisser impressionner par une carte et non pas de chercher quel est le mot-clé qu'elle représente ou de chercher à la circonscrire dans le tarot. C'est vraiment tout le travail que j'ai fait dans les 10 dernières années. Donc les arcanes majeures, qui sont les atouts du tarot, par exemple, ont un nombre absolument égal de personnages féminins et masculins. Et quand on y pense, c'est dingue. Parce que si tu regardes un film ou une série à la télé, à moins que ce soit un film dit de filles, il y a toujours, pour représenter la réalité, 2 tiers d'acteurs masculins pour un tiers d'actrices. C'est-à-dire que notre conception de la réalité, c'est une conception où le masculin est dominant. On trouve ça normal sur une scène de théâtre qu'on te représente le monde avec 8 acteurs masculins et 4 actrices, ou 7 acteurs masculins et 3 actrices. Si tu regardes les distributions des pièces de Molière, c'est tout le temps comme ça. Ça fait très longtemps que notre société représente un monde où il y a en fait égalité entre le féminin et le masculin, avec une majorité de figures masculines. Le tarot, il a cette dimension d'équité entre le féminin et le masculin. Comme dans les couples de divinités hindous, tu vois, Shiva avec Parvati, Krishna avec Radha, etc. Donc le tarot, implicitement, il est yin-yang, il est convexe-concave. Il laisse la place dans les suites de figures. Tu as le valet, qui est le principe du débutant, le cavalier, qui est le principe de l'émissaire, de celui qui va au-delà. Mais valet et cavalier sont neutres d'une certaine manière. C'est des figures qui sont socialement masculines, mais ça pourrait être une servante et une sorcière, ça serait la même chose. Mais au milieu, tu as le couple roi-reine qui règne ensemble. Mais les interprétations du tarot, si tu regardes, au 19e siècle, c'est que des auteurs masculins. Au 20e siècle, c'est André Breton, c'est Italo Calvino, c'est Paul Marteau, c'est Jodorowsky. Et puis, les femmes, elles pratiquent le tarot, mais un peu caché. Donc, en fait, elles pratiquent sur la base d'un enseignement qui est délivré par des hommes. Et mon idée, c'était comment est-ce que je peux, d'un côté, en tant qu'historienne, en tant que littéraire, en tant que spécialiste de littérature comparée, essayer de comprendre pourquoi le tarot vibre et résonne avec les plus hauts enseignements des voies spirituelles, alors que c'est juste un jeu, donc il n'y a pas de raison, tu vois. Et en même temps, comment est-ce que je peux proposer une méthodologie qui soit un peu plus concave. Et parce que j'ai vu ça vachement dans mes élèves, les gens commencent à étudier le tarot, ils commencent à vouloir lire le tarot à d'autres, et là, ça se scinde en 2 groupes, ceux qui croient que c'est déjà arrivé et qui deviennent facilement toxiques, parce qu'ils se mettent à lire le tarot avec beaucoup d'assurance, en t'agitant les doigts dans la figure, en te disant c'est comme ci, c'est pas comme ça, etc. Et tu peux plus les arrêter. Jusqu'au jour où ils font du mal à quelqu'un, vraiment. Moi, j'ai reçu, tu peux pas savoir le nombre de fois où j'ai reçu des lettres de gens qui avaient vu des soi-disant élèves de Jodorowsky ou des élèves de nos stages et qui me disaient telle personne m'a dit ça, depuis je me sens mal, mais il ou elle avait tellement d'assurance. Tu vois, donc là, j'ai vu le danger, vraiment le danger terrible de la pénétration dans l'espace de l'autre qu'on
constitue quand même le fait de répondre à une question. Tu vois, dans d'autres techniques, tu vas faire de la sophro, bon, bah, tu amènes un problème, la personne a une technique pour t'aider. Tu fais du reiki, la personne applique sur toi un principe en fait de bénédiction et de guérison. Tu vas faire de l'astrologie, bon, on étudie ta carte de naissance, donc on parle de ta personnalité, etc., etc. Le tarot t'arrive avec une question. Et cette question, derrière, il y a toujours une blessure. Toujours. Mm. Ça peut être une blessure d'amour-propre, ça peut être une blessure d'amour, ça peut être une blessure de vocation, une blessure de créativité. Mais la personne, elle arrive et en fait, derrière la question, même si c'est juste oh bah, je sais pas où je dois aller en vacances, si tu creuses, dans cette incertitude, il y a la vulnérabilité d'un enfant. Aucun des parents qu'on connaît n'a été absolument parfait. Il y a toujours un moment où l'enfant est blessé. Et là où l'enfant est blessé, l'adulte reste incertain. Il n'arrive pas à choisir, il n'arrive pas à se voir, il n'arrive pas à comprendre. Donc, à la fois, il y a besoin d'avoir suffisamment de solidité, de yang, de convexe, pour dire voilà, cette configuration de carte, si on la simplifie à quelques mots-clés, elle veut dire ça, numérologiquement ça monte, ça descend, etc. Mais il faut être suffisamment concave pour arriver à raisonner avec où est la blessure de l'autre. Est-ce qu'elle correspond à une blessure chez moi? Si elle correspond à une blessure chez moi, c'est que je n'ai pas la réponse. Donc, je peux avoir peut-être de la compassion, de la résonance. Comment est-ce que je peux me laisser impressionner par la beauté de la personne qui vient me voir pour lui restituer une réponse qui, en fait, est sa propre réponse et pas la mienne. Or, la deuxième catégorie d'élèves, ceux qui sont en principe capables de faire ça, c'est ceux qui sont capables de passer 10 ans avant de lire un tarot à quelqu'un d'autre parce qu'ils n'osent pas. Et je me disais, il faut essayer de raconter le tarot comme un roman de chevalerie, le raconter comme une quête de l'amour, le raconter comme une traversée des difficultés de la vie. Il y a des cartes comme le pendu, comme l'arcane 13 qui représente un squelette en train de faucher, comme le diable, où il y a deux personnages attachés comme ça au fond du fond, sur une base noire, avec un diable qui louche, qui a dans certains tarots un visage sur le ventre, qui a une torche à la main, ça peut faire peur. Mais dire la vie aussi, ça fait peur. Dans la vie aussi, on a des deuils. Dans la vie aussi, on a des arrêts. Et donc, de plus en plus, le tarot est devenu pour moi un maître à vivre. Dans le taoïsme, il y a un travail sur l'alchimie interne, qui est assez connu, hein, des gens qui font de la médecine chinoise, etc. Et ça va ensemble avec le travail oraculaire qu'ils font avec le I Ching. Or, c'est très intéressant parce que pour moi, le tarot, c'est une pratique qui est indissociable aujourd'hui de ma pratique spirituelle, qui implique une pratique corporelle. Sans corps, il n'y a pas de spiritualité. Moi, je fais de la méthode Feldenkrais, je fais du Pilate, je fais ceci, cela, mais il y a un travail de conscience du corps. Et le tarot nous invite à la conscience du corps à travers parce qu'il n'y a pas que les arcanes majeures, il y a les arcanes mineures aussi. Et dans les arcanes mineures, tu as les 4 énergies de l'être humain. Le denier, c'est le corps physique. Le bâton, c'est le souffle, c'est-à-dire la créativité, prana dans la tradition hindoue. La coupe correspond au cœur, donc à tout le complexe mental émotionnel, pour arriver à apprendre à aimer. Et l'épée correspond à l'intellect, à la clarté de vision. C'est comme dans vraiment beaucoup, beaucoup de traditions. C'est chez Gurdjieff, tu retrouves cette subdivision en 4. C'est-à-dire que l'idée, c'est de te renvoyer à, tu as une pratique corporelle, tu as une énergie, une créativité, tu as une affectivité, et tu as un intellect qui est aussi un imaginaire. Donc dans le taoïsme, il y a cette totalité-là. On s'occupe de la maison, on s'occupe du corps physique, on s'occupe de l'alchimie interne, on s'occupe de lire le I Ching, on fait les rituels et les cérémonies, etc. Et le tarot, c'est très intéressant parce que le tarot a des racines dans l'alchimie, entre autres. Il a des racines dans l'hermétisme chrétien, il a probablement des racines dans le soufisme, ou en tout cas dans l'endroit où le soufisme islamique se mélange avec le mysticisme chrétien, parce qu'on ne s'est pas toujours tapé sur la gueule, et qu'à une époque, ils étaient même plus que très copains. Et donc, le tarot, il a cette histoire derrière lui que j'ai essayé de restaurer, qui est l'histoire de l'époque de la Renaissance. Et il a aussi cette histoire d'une époque où un jeu représentait la réalité. Donc en fait, quand les historiens disent non, mais c'est pas possible de dire que le tarot est initiatique parce qu'à la base c'est un jeu de cartes, ou quand inversement les tarologues te disent c'est forcément un jeu qui vient d'Égypte parce que c'est beaucoup trop initiatique pour être simplement européen, en fait, c'est des visions à très courte vue. La Renaissance européenne, italienne, française, c'était un mélange entre le jeu et le sublime, entre l'amour, la mort, l'amour érotique et l'amour divin,
pas un mélange, une configuration plutôt. C'était des livres, les premiers livres d'emblèmes, qui avaient autant d'images que de textes. C'était numérologique à n'en plus finir. C'était toute la numérologie pythagoricienne qui fascinait parce qu'on trouvait ça incroyable que dans les multiples de 9, on retrouve toujours tu vois, 9, 9 et 9, 18, 8 et 1, 9, 3 fois 9, 27, 7 et 2, 9, etc., etc. Donc toute cette mathématique, cette poétique des mathématiques, c'est la source du tarot. C'est vraiment cette époque de la Renaissance. Et c'est une époque qui nous parle beaucoup aujourd'hui parce que c'était une époque qui a tenté d'avoir une vision globale de l'humain et du cosmos. Et puis après, ça a explosé. Et puis on a eu tout ce qui est arrivé, la science moderne, et puis maintenant les fractales, la physique quantique. Et aujourd'hui, on retourne vers une tentative de vision globale de l'homme et de vision globale du cosmos. Et dans les dessins apparemment naïfs du tarot, il y a, alors je ne sais pas comment le dire pour pas sonner trop ésotérique ou trop New Age, parce qu'en plus, ce n'est pas exactement ma couleur, mais je dirais il y a un code poétique. Moi, je suis une littéraire de formation. Et parfois, dans un geste poétique, dans une phrase poétique, dans la rencontre poétique entre deux éléments, il y a un sens qui est inscrit comme une sorte de trésor caché et en même temps de trésor visible. Tu sais, les Tibétains, ils ont un terme, ils appellent ça terma. C'est vraiment un instrument de transformation, en fait, le tarot. C'est un instrument de transformation pour qui a le souhait de se transformer. Et il y a des fois où la personne a juste besoin qu'on l'écoute. Hello? Où elle a juste besoin d'avoir accès à une solution qui est sous son nez, dont, si tu l'écoutes bien, dont elle parle elle-même, et où en fait, elle ne voit pas qu'elle a cette solution en face. Où le tarot peut être effectivement le compagnon d'un chemin de transformation. Et là, ça veut dire que tu choisis la personne avec qui tu étudies ou la personne qui te lit régulièrement le tarot, parce que tu sens que cette personne a par ailleurs un travail, quel qu'il soit, qui justifie le fait que tu puisses lui faire confiance pour te guider un certain temps. Je ne crois pas que le tarot seul, le tarot c'est un outil qui vient apporter, je dirais, un élément de beauté, parce que c'est les gens en général qui s'approchent du tarot s'approchent de lui pour sa beauté, un élément de cohérence, parce qu'il nous apprend à réfléchir avec les chiffres, mais c'est une forme d'art. Il y a plusieurs choses dans le tarot. Il y a la numérologie, il y a les images, il y a les Oui, couleurs, il y a les oui, noms. Est-ce oui. que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Alors à la base, c'est un jeu de 78 cartes. Et moi, pour des raisons pédagogiques, moi j'adore lire le tarot mélangé en entier, mais je me suis aperçue que c'était très difficile d'enseigner ça d'une façon cohérente à des gens. En fait, ça prend 10 ans de lire le tarot, de juste mélanger le tarot entier, se tirer 5 cartes et pouvoir faire une lecture, ça prend 10 ans. Ce qui nous fait aller de l'avant, c'est l'amour de nous-mêmes, c'est l'amour de la vie, c'est la foi dans la vie, c'est aussi le fait d'être soutenu par les autres. Donc le mat, pour moi, il incarne ça, il incarne ce mouvement irrésistible vers l'avant, qui est vraiment l'essence de ce qu'on cherche dans notre humanité. Et à partir de là, c'est numéroté le bachelor 1, la papesse 2, l'impératrice 3, l'empereur 4, etc. Donc il y a, bon, ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a une cohérence dans cette numérotation qui va jusqu'au 21. On peut la subdiviser en deux séries de 10, donc où le 1 qui est le bachelor correspondrait au 11 qui est la force, le 2 qui est la papesse correspondrait au 12 qui est le pendu. Donc je te donne un exemple, la papesse elle est à l'intérieur du temple, elle lit un livre, donc elle est très contenue, et le pendu il est pendu par un pied avec les mains dans le dos et il a l'air d'attendre quelque chose. Donc ces deux cartes, elles ont une vibration plutôt d'attente. Puis le 3, c'est l'impératrice avec son sceptre, ses beaux yeux, sa beauté, sa fertilité, sa jeunesse. Et le 13 qui correspond au 3, c'est justement le squelette qui fauche. Donc là, on a le principe créativité, destruction. Donc si tu veux, les arcanes majeures, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un peu comme une pierre précieuse. Chacune a son identité. Chacune a sa façon particulière de briller. Et quelque part, leurs facettes sont inépuisables. Mais tu peux apprendre des mots-clés pour les lire facilement. Après, tu as tous les arcanes mineurs qui sont au nombre de 56. Comme je te dis, dans les arcanes mineurs, on a 4 couleurs, denier, bâton, coupe et épée, qui correspondent respectivement à carreau, trèfle, cœur et pique, et que Jodorowsky, et moi je le suis, fait correspondre à nos besoins, nos désirs, nos sentiments ou affections, et nos pensées ou images, imagination, intuition. Donc là, on a 4 façons d'opérer dans la vie réelle. Il y a un côté avec les 16 figures où tu peux vraiment harmoniser la lecture avec des petits conseils, des petits tips beaucoup plus pratiques
Et puis, tu peux jouer entre quelle est la part de moi qui me joue des tours, attention, c'est la part de moi qui a peut-être trop d'ego ou je me trompe. Et puis, au contraire, c'est sur cette partie-là qu'il faut que je m'appuie. Donc là, tu peux jouer sur la caractérologie. Et après, on a tous les arcanes mineurs qui sont donc les 40 valeurs, en fait, de 1 à 10 dans chaque couleur, qui sont plus difficiles à lire parce que c'est déjà moins imagé, il n'y a pas de visage, tu vois, c'est juste des symboles. Mais là, c'est là où on se base, là je ne vais pas rentrer trop en détail, mais sur la numérologie, c'est vraiment ma lignée d'apprentissage. C'est Paul Marteau, Alexandre Jodorowsky, puis moi je développe ça maintenant. Donc il y a des gens qui ne seraient peut-être pas d'accord, mais le 1, c'est l'unité, le 2, c'est le contexte, l'approfondissement, le 3, c'est la première manifestation, comme le germe d'une plante. Le 4, c'est l'approfondissement, la solidité, donc la plante croît des racines et elle croît une tige. Le 5, c'est l'ouverture, la prise de risque, les feuilles. Dans le 6, on saute dans un autre monde, c'est la floraison. Le parfum, la couleur, trouver son style, mais aussi accepter l'éphémère. Et c'est le début du moment où la plante commence à communiquer avec les insectes par la pollinisation. Et après, on a 7, fructification, 8, maturation, donc la femme enceinte, comme je disais. 9, le détachement, qui est le grand principe paternel. Quand l'enfant se détache du cordon ombilical, il devient l'enfant du père, physiquement, tu vois. Et le 10, qui est la fin du cycle. Et sur la base de cette structure numérologique, qui est vraiment aussi puissante que, tu vois, les grandes structures qu'on va trouver dans la médecine traditionnelle chinoise ou qu'on va trouver dans l'astrologie. Donc, ça prend un certain temps de l'intégrer. Tu as un outil extraordinaire parce que tu as 40 cartes avec les mineurs où tu peux vraiment réfléchir à où agir, comment. Et là, on peut commencer à jouer parce qu'on peut commencer à associer une arcane mineure avec un arcane majeur, un arcane mineur numérique avec une figure, et on peut faire des constructions de plus en plus élaborées. Mais disons que d'apprendre à lire séparément ce que j'appelle les 3 corps du tarot, donc le corps très concret avec les cartes numérales, le corps caractériel, psychologique avec les figures, et le corps spirituel, existentiel avec les arcanes majeurs, ça, moi, en un week-end, c'est quelque chose que j'enseigne. Tu vois, et maintenant que mon livre est sorti, ce sera encore plus simple parce que les gens auront un manuel de référence. Aujourd'hui, qu'est-ce que peut nous apporter le tarot dans cette période un peu particulière ? Le tarot, en fait, c'est un mode fictionnel, littéralement. C'est-à-dire que tu poses une question, tu tires des images au hasard et tu racontes une histoire sur ces images. J'ai donné des cours en français, en italien et en espagnol sur base de donations par Zoom parce que mon idée, c'était de dire il faut que des gens qui auraient la flemme de le faire passent 2 heures par semaine à s'intéresser au tarot parce qu'ils vont capter la possibilité qu'il y a autre chose que Netflix ou les infos. C'est super Netflix, tu peux voir des fictions qui sont magnifiques, mais c'est des fictions qui sont générées par quelqu'un d'autre que toi. Le tarot, c'est la capacité, sur la base d'une question, de générer un conte. Très souvent, je travaille en demandant aux gens de raconter un conte, tu vois, ou de générer une proposition, ou de générer une façon de narrer l'histoire qui n'appartient qu'à toi. Et là, tu vois que tu as le choix entre une vision réductrice, conflictuelle de ta réalité, une vision bisounours, La La Land, Barbie et Ken de ta réalité, qui est à peu près la même, ou une vision initiatique de ta réalité, dans laquelle l'obstacle peut être digéré, peut se transformer en chemin. Ce que tu proposes, c'est finalement de changer la représentation qu'on a de la réalité. C'est-à-dire que c'est le tarot a été la première structure saine que j'ai intégrée. Depuis, j'en ai intégré d'autres. Mais voilà, alors, une espèce de micro-macrocosme, de fixiocosme, on pourrait dire, parce que c'est ni micro ni macro, c'est un cosmos en image, qui d'un seul coup te permet d'avoir une réalité virtuelle implantée en toi, dont tu sais qu'elle n'est pas la réalité, mais qui te fait voir les événements d'une autre manière. Et voilà, depuis, j'en ai intégré beaucoup d'autres, et pour mon plus grand bonheur. Mais oui, on peut dire que c'est vraiment un outil de résilience dans ce sens. Je crois que c'est une belle conclusion. Merci Marianne Costa, merci à toutes et à tous pour votre écoute. Pour aller plus loin, il y a donc le livre de Marianne Costa, Le tarot pas à pas, aux éditions d'Hervy. Voilà.
Vous pouvez aller sur la page Facebook aussi de l'émission I Feel Good 888 ou sur mon site internet armelberodi.fr. Ces informations sont données à titre indicatif et ne se substituent à aucun conseil médical. Avant toute expérimentation, prenez l'avis de votre médecin.